Le double de Dostoïevski, chapitre 1. Il était presque 8 heures du matin quand le conseiller titulaire Yakov Petrovitch Goliatkine reprit conscience après un long sommeil. Bâilla, s'étira et finit par complètement ouvrir les yeux. Pendant plus ou moins 2 minutes, du reste, il resta immobile, allongé dans son lit, tel un homme pas encore totalement persuadé de savoir s'il est réveillé ou bien s'il dort encore, si tout ce qui se passe autour de lui est vrai et bien réel, ou si c'est la suite des songes désordonnés de son sommeil. Très vite, cependant, les sens de M. Goliatkine commencèrent à retrouver plus clairement et plus distinctement ses impressions habituelles, quotidiennes. Il sentit le regard familier des murs verdâtres, pas très propres, couverts de suie et de poussière de sa petite chambrette, de sa mode en acajou, de ses chaises en simili acajou, de sa table, peinte couleur acajou, de son divan turc en moleskine couleur plus ou moins acajou à petites fleurettes vertes, et à la fin de ses habits enlevés la veille, en toute hâte et jetés en boule sur le divan. Finalement, la grise journée d'automne, trouble et sale, lui lança un regard si méchant, accompagné d'une grimace si aigre par la fenêtre terne de sa chambre, que M. Goliatkine ne fut plus en mesure d'aucune façon de douter qu'il ne se trouvait pas dans je ne sais quel royaume de contes, mais dans la ville de Pétersbourg, la capitale, rue des Six Boutiques, au 3e étage d'un immeuble fort imposant, un immeuble de rapport dans son appartement. Cette importante découverte effectuée, M. Goliatkine ferma fébrilement les yeux, comme s'il regrettait son dernier rêve et désirait le faire revenir une petite minute. Mais 1 minute plus tard, il sauta d'un seul bond hors de son lit, après sans doute être enfin tombé sur l'idée autour de laquelle tournoyaient ses pensées jusqu'alors distraites, pas encore mises dans l'ordre qui convenait. Ayant sauté de son lit, il s'empressa d'accourir vers un petit miroir rond posé sur la commode. Quoique la tête endormie, un peu myope, et à la calvitie largement affirmée qui se refléta dans le miroir et eut un caractère si médiocre qu'au premier coup d'œil, elle n'attira l'attention exclusive de personne, il n'en reste pas moins que visiblement, son propriétaire resta parfaitement satisfait de tout ce qu'il vit dans ce miroir. L'histoire que ça ferait, dit à mi-voix M. Goliatkine, l'histoire que ça ferait si aujourd'hui je faisais un faux pas quelconque, si quelque chose, mettons, ne marchait pas. Un petit bouton, je ne sais pas, étranger qui surgit, ou s'il arrivait, je ne sais pas, un autre désagrément. Mais bon, en attendant, ça va. Pour l'instant, tout fonctionne. Très heureux que tout fonctionnât ainsi. Monsieur Goliatkine reposa le miroir à sa place, et lui-même, quoiqu'il se trouvât pieds nus et conservât le costume dans lequel il avait l'habitude de sombrer dans le sommeil, il courut à la fenêtre devant laquelle, avec une grande passion, il se mit à chercher des yeux quelque chose dans la cour de l'immeuble, cour sur laquelle donnaient les fenêtres de son logement.
Là encore, il faut croire, ce qu'il découvrait dans cette cour lui donna pleine satisfaction. Son visage s'illumina d'un sourire très content. Ensuite, non sans avoir du reste d'abord jeté un coup d'œil derrière la cloison dans le KGB de Petrouchka, son chambellan, et s'être assuré que Petrouchka ne se trouvait pas dans ce KGB, il s'approcha à pas de loup de la table, ouvrit un tiroir, farfouilla dans le recoin du fond de ce tiroir, tira enfin de sous un tas de papier jauni et toutes sortes de saletés un portefeuille vert usé, l'ouvrit avec prudence et doucement, avec délice, il lança un coup d'œil dans sa poche la plus enfouie, la plus secrète. Sans doute, l'alias de petits papiers verts, gris, bleu, rouge et de toutes les couleurs, lança un regard, là encore, tout à fait accueillant et approbateur vers M. Goliathkin. Le visage illuminé, il posa devant lui sur la table le portefeuille ouvert et se frotta les mains très fort en signe d'indicible plaisir. Il la sortit enfin, sa liasse consolatrice d'assignats de l'État, et recontant, du reste, pour la 100e fois depuis la veille, il se remit à la compter, froissant soigneusement chaque billet entre son pouce et son index. 750 roubles en assignats, fit-il en finissant, dans un demi-murmure. 750, 750, une somme notable. C'est une somme agréable, poursuivit-il d'une voix tremblante, quelque peu affaiblie par le plaisir, tout en serrant l'alias dans ses mains et en souriant d'un sourire grave. Une somme très agréable, point d'exclamation. Très agréable pour tout un chacun, point d'exclamation. J'aimerais bien voir de nos jours un homme pour qui cette somme serait une somme de rien. On peut aller loin avec une somme pareille. Mais qu'est-ce que c'est que ça se demanda M. Goliathkin. Mais où est donc Petrouchka? Toujours dans la même tenue, il jeta un nouveau coup d'œil derrière la cloison. Cette fois encore, Petrouchka ne se trouva pas derrière la cloison. Il n'y avait là que le samovar posé par terre, qui enrageait, s'échauffait et se mettait dans tous ses états, menaçant toujours de se sauver et répétait quelque chose avec fougue. Très vite, dans sa langue compliquée, grasseyant et postillonnant à M. Goliathkin. Sans doute, mais prenez-moi nom d'un petit bonhomme, braves gens. Je suis complètement prêt et à point. Que les diables l'emportent, se dit M. Goliathkin. Ce butor paresseux, il ferait sortir le monde de ses derniers gonds. Où est-ce qu'il traîne encore? Empli d'une juste indignation, il se rendit dans l'entrée, composée d'un petit couloir au bout duquel se trouvait la porte du vestibule. Il l'entr'ouvrit un tout petit peu et vit son serviteur entouré d'une masse assez considérable de toutes sortes de laquais, domestiques ou gens de passage. Petrouchka racontait quelque chose. Les autres écoutaient. Visiblement, ni le thème de la conversation, ni la conversation elle-même ne plura M. Goliathkin. Il est là tout de suite, Petrouchka, et regagna sa chambre mécontent, voire désappointé.
cette brute est capable de trahir son homme pour pas un sou, et à plus forte raison son maître, se dit-il en lui-même. Et il l'a trahi à coup sûr, ma main au feu, il l'a trahi pour pas même un copec. Bon, alors, ils ont apporté la livrée, monsieur. Mais là et arrive. Salivé revêtu, Petrouchka, non sans un sourire stupide, entra dans la chambre de son maître. Il avait un costume bizarre au possible. Il portait une livrée de laquais, verte, fortement usagée, avec des épaulettes dorées et écaillées, taillées visiblement pour une personne qui dépassait Petrouchka de bien 20 centimètres. Il tenait à la main un chapeau, lui aussi avec des galons et des plumes vertes, et avait à la hanche un glaive de laquais dans un fourreau de cuir. Au bout du compte, pour compléter le tableau, Petrouchka, suivant son habitude bien aimée d'aller toujours en négligé, à la bonne franquette, se trouvait cette fois là également pieds nus. Monsieur Goliathkin examina Petrouchka de bas en haut, resta content. La livrée, il fallait croire, avait été louée pour un événement solennel. On remarquait aussi que, durant cet examen, Petrouchka regardait son maître avec une sorte d'attente bizarre et suivait avec une curiosité extraordinaire le moindre de ses gestes, ce qui troublait à l'extrême M. Goliathkin. Bon, le carrosse. Le carrosse aussi, il est là. Pour toute la journée. Toute la journée. 25 en assignat. Les bottes aussi, elles ont été livrées. Les bottes aussi, elles ont été livrées. Crétin, tu ne peux pas dire livrer monsieur. Amène-les. Ayant exprimé sa satisfaction que ses bottes tombaient bien, monsieur Goliathkin demanda du thé, de quoi se laver et se raser. Il se rasa avec un soin tout particulier et se lava de même, avala son thé en toute hâte et se mit à son habillement principal, définitif. Il enfila un pantalon presque totalement neuf. Ensuite, une chemise à petits boutons de bronze, un gilet orné de petites fleurs fort claires et agréables. Il se noua une cravate de soie bigarrée et finalement revêtit son uniforme de fonctionnaire, uniforme lui aussi flambant neuf et soigneusement brossé. En s'habillant, il regarda plusieurs fois avec amour ses bottes, levant à chaque instant tantôt une jambe et tantôt l'autre, admirant la découpe et marmonnant toujours quelque chose dans sa barbe, non sans envoyer de loin en loin à sa petite pensée une petite grimace expressive. Du reste, pendant toute cette matinée, monsieur Goliathkin fut extrêmement distrait, puisqu'il ne remarqua presque pas les petits sourires et les grimaces que lui envoyait Petrouchka tout en l'aidant à s'habiller. Après en avoir enfin terminé avec tout ce qu'il fallait, vêtu de pied en cap, monsieur Goliathkin fourra son portefeuille dans sa poche, admira définitivement Petrouchka,
lequel avait enfilé des bottes et se trouvait de cette façon lui aussi fin prêt, et remarquant que tout était fait et qu'il ne restait plus rien à attendre, en toute hâte, avec une grande agitation, le cœur légèrement tremblant, il dégringola les escaliers. Un carrosse de louage couleur bleu ciel, orné d'on ne savait quel blason, s'approcha du perron à grand fracas. Petrouchka, échangeant des clins d'œil avec le cocher et quelques badauds, installa son maître dans le carrosse. D'une voix inhabituelle, s'efforçant à grand-peine de se retenir de rire, il cria Fouette bondit sur le marchepied arrière, et tout cela avec bruit et fracas, tonnant et craquetant, s'élança vers la perspective Nevsky. À peine l'équipage bleu ciel avait-il eu le temps de s'éloigner de la porte cochère, monsieur Goliathkin se frotta fiévreusement les mains et partit d'un long rire silencieux, inaudible, comme ferait un joyeux drill qui vient de réussir un coup de maître et dont ce coup de maître fait l'homme le plus heureux du monde. Du reste, tout de suite après cette crise de gaieté, le rire se changea en une espèce d'expression bizarre de souci qui apparut sur le visage de M. Goliathkin. Quoique le temps fût humide et nuageux, il baissa les deux vitres du carrosse et d'un air soucieux, il se mit à guetter les passants de droite et de gauche, prenant tout de suite un air digne et respectable, sitôt qu'il remarquait que tel ou tel d'entre eux le regardait. En tournant du Liteni sur le Nevski, il tressaillit suite à une impression des plus pénibles et grimaçant comme un pauvre diable qui vient de se faire écraser un corps au pied, en toute hâte, avec effroi même, il se renfonça dans le coin le plus sombre de sa voiture. Le fait est qu'il venait de rencontrer deux de ses collègues, deux jeunes fonctionnaires du département dans lequel il travaillait lui-même. Ces fonctionnaires, quant à eux, telle fut du moins l'impression de M. Goliathkin, se trouvaient eux aussi de leur côté au comble de la stupéfaction de rencontrer de la sorte leurs collègues. L'un d'eux pointa même du doigt vers M. Goliathkin. M. Goliathkin eut même l'impression que l'autre l'appelait à pleine voix par son nom, ce qui, cela va de soi, était du dernier mal poli sur la voie publique. Notre héros se tapit et se garda de répondre. Quel chenapan, commença-t-il à raisonner en lui-même. Et quoi? Qu'y a-t-il de si étrange à ça? On prend un équipage. On a eu besoin de prendre un équipage, et donc on prend un équipage. Quelle saleté, hein. Et je les connais, hein. Juste des chenapans qui mériteraient des coups de fouet, hein. Eux, tout ce qu'il leur faut, c'est jouer aux cartes quand ils ont eu leur paye, et faire un tour où je pense. Je leur dirais bien quelque chose à tous, mais bon, voilà. Monsieur Goliathkin n'acheva pas et resta figé.
une fringante paire de chevaux de Kazan, que M. Goliathkin connaissait fort bien, attelé à un landau de dandy, dépassait rapidement sa voiture par la droite. Le monsieur installé dans le landau, apercevant par hasard le visage de M. Goliathkin, lequel M. Goliathkin assez imprudemment avait passé la tête par la vitre du carrosse, fut lui aussi visiblement stupéfait à l'extrême par une rencontre aussi inattendue, et penché autant qu'il le pouvait, se mit à regarder avec passion, plein d'une curiosité extrême, vers le coin du carrosse dans lequel notre héros s'était empressé de se blottir. Le monsieur dans le landau était Andreï Philippovitch, le chef de département de cette administration dans laquelle travaillait aussi M. Goliathkin en tant qu'adjoint de son chef de bureau, M. Goliathkin. Pardon. Le monsieur dans le landau était Andrei Philippovitch, le chef de département de cette administration dans laquelle travaillait aussi M. Goliathkin en tant qu'adjoint de son chef de bureau. Monsieur Goliathkin, voyant qu'Andrei Philippovitch l'avait reconnu tout à fait, qu'il le regardait les yeux écarquillés et qu'il était tout à fait impossible de se cacher, rougit comme une tomate. Je salue ou je ne salue pas? Je réponds ou je ne réponds pas? Je reconnais ou je ne reconnais pas? Se demandait notre héros, près d'une angoisse inexprimable. Ou bien je fais semblant que je ne suis pas moi, que je suis quelqu'un d'autre. Je suis juste mon portrait craché et je fais comme si de rien n'était. Parfaitement, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Un point c'est tout, répétait M. Goliathkin en ôtant son chapeau devant Andrei Philippovitch et sans le quitter des yeux. Moi, rien, chuchotait-il à l'agonie. Moi, c'est absolument rien. Ce n'est pas moi du tout. Andrei Philippovitch, ce n'est pas moi du tout. Pas moi, et voilà. Bientôt, du reste, le landau dépassa le carrosse et le magnétisme des yeux directoriaux cessa de faire son effet. Mais lui, pourtant, il rougissait toujours, il souriait, il marmonnait toujours quelque chose dans sa barbe. Quel crétin j'ai fait de ne pas répondre, se dit-il enfin. Il aurait fallu tout simplement, sur un pied de franchise et de sincérité, non dénué de noblesse, n'est-ce pas, c'est comme ça. Andrei Philippovitch, moi aussi, je suis invité à dîner, et voilà. Ensuite, se souvenant soudain qu'il avait fait une gaffe, notre héros s'empourpra comme une flamme, fronça les sourcils et lança un regard de défi terrifiant vers le coin avant du carrosse, un regard précisément destiné à réduire en cendres d'un seul coup l'ensemble de ses ennemis. Finalement, soudain, sur une espèce d'inspiration, il tira sur le cordon attaché au coude du cocher, arrêta le carrosse et donna l'ordre de faire marche arrière vers le Litanie.
Le fait est que M. Goliathkin venait de sentir le besoin impérieux, pour sa propre tranquillité, sans doute, de dire une chose des plus intéressantes à son docteur, Christian Ivanovitch. Et quoi qu'il n'eût fait la connaissance de Christian Ivanovitch que très récemment, ou pour être précis, qui ne lui eut rendu qu'une seule visite au cours de la semaine précédente, par suite de tel ou tel de ses besoins. Toujours est-il qu'un docteur, comme on dit, c'est comme un prêtre. Faire des cachotteries aurait été stupide. Et puis, connaître son patient, c'est bien le devoir d'un docteur. Est-ce que tout sera comme il faut du reste, poursuivait notre héros, sortant de son carrosse devant l'entrée d'un immeuble de 4 étages situé sur le Litieni, auprès duquel il avait fait arrêter son équipage. Est-ce que tout sera bien? Est-ce que ce sera décent? Est-ce que ça tombera bien? Du reste, et alors? Poursuivait-il en montant l'escalier, reprenant son souffle et comprimant les battements de son cœur, lequel avait l'habitude de battre très fort chaque fois que son propriétaire grimpait un escalier qui n'était pas le sien. Et alors, je viens pour mes affaires, et il n'y a rien de criminel là-dedans. Il serait bête de se cacher, et donc je ferais semblant, comme ça, qu'il n'y a rien. Comme ça, avec moi, je viens juste, n'est-ce pas, en passant. Il verra ce qu'il doit en être. Tout en raisonnant ainsi, M. Goliathkin monta jusqu'au premier étage et s'arrêta devant l'appartement numéro 5, sur la porte duquel était fixée une élégante petite plaque de bronze avec cette inscription: Christian Ivanovitch Rustenspitz, docteur en médecine et chirurgie. S'arrêtant, notre héros s'empressa de donner à son visage une apparence bienséante, désinvolte, non dénuée d'amabilité, et s'apprêta à tirer sur le cordon de la clochette. Il s'apprêta à tirer sur le cordon de la clochette, réfléchit sur le champ, et assez à propos, que cela vaudra peut-être mieux demain. Il s'apprêta à tirer sur le cordon de la clochette, réfléchit sur le champ, et assez à propos, que cela vaudrait peut-être mieux demain, que ce n'était pas si nécessaire que cela. Mais comme M. Goliathkin entendit soudain des pas dans l'escalier, il rechangea immédiatement sa nouvelle décision, et cette fois, pendant qu'il était, avec l'air du reste le plus résolu, il sonna à la porte de Christian Ivanovitch.